Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la relation des Français avec leur maire. Le sujet est crucial à l'approche des municipales et selon un sondage Opinionway réalisé pour un CAS, 68% des sondés considèrent que leur maire est l'élu qui comprend le mieux leurs préoccupations. En revanche, à peine la moitié des électeurs comptent voter pour leur maire actuel. Il y a une demande de renouveau. Sommes-nous à un tournant? Le dégagisme pourrait-il toucher ces maires que l'on aime tant? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Florent Vadillo à Jean-Sébastien Ferjou. Nous reviendrons sur les questions autour de l'indépendance de la justice. Le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy relance le débat. Certains de ses proches crient au complot. Quand les magistrats sont sur le banc des accusés, c'est le thème de notre match ce soir. Rendez-vous dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cette Pompidou mania à l'heure où l'on célèbre les 50 ans de l'élection de Georges Pompidou. Emmanuel Macron lui a rendu un hommage appuyé. 2 ex-présidents participent au colloque organisé aujourd'hui et demain. Pourquoi cette nostalgie? On posera la question à notre invité ce soir, l'un de ses biographes, Éric Roussel. D'abord le détail avec Sandra Cerquera. Au seuil de l'acte 2 de son quinquennat, qu'il veut plus humain, plus proche des territoires et des Français, Emmanuel Macron s'est trouvé une nouvelle source d'inspiration, Georges Pompidou. Hier à l'Élysée, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'élection de l'ancien président, Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur de droite. Un président aimé des Français, notamment pour sa simplicité et sa modestie, avant-gardiste et en même temps attaché aux traditions. Difficile de ne pas y voir en creux un portrait que le président aimerait peindre de lui-même, en pleine quête de réhabilitation auprès des Français. Je crois qu'il y a dans ces années, et dans les choix qui sont alors faits, une manière très française de bâtir notre modernité, c'est-à-dire de ne pas en avoir peur, de la saisir et au fond de l'inventer, et de prendre la part de risque qui va avec la modernité. Je crois qu'il pensait très profondément, toujours à la fois vieille France et nouvelle France. Il a choisi son modèle, Emmanuel Macron, et ce n'est pas un hasard si c'est Georges Pompidou, icône de la droite. L'occasion d'envoyer à nouveau un message aux électeurs orphelins qui se cherchent un leader. Tout ce qui sera possible pour lui de faire en matière de communication qui puisse contribuer à ce qu'il veut faire, il le fera. Sur le fond, s'il a quelques intérêts pour M. Pompidou, tant mieux. Mais alors tous ceux qui sont de sa branche dite de gauche doivent aujourd'hui être mal à l'aise. Donc on a quand même un problème de positionnement du président de la République. Si on m'avait demandé de quel président de la République Emmanuel Macron était le plus proche, ou en tout cas auquel il me faisait le plus penser, j'aurais pas cité Georges Pompidou, j'aurais plutôt cité Valéry Giscard d'Estaing, par la jeunesse, par le style, par les 2 Français sur 3 de Giscard et le en même temps d'Emmanuel Macron, par le physique même. Et par la démarche politique plus proche de celle de Valéry Giscard d'Estaing, avec la volonté de gouverner au centre, alors que Georges Pompidou défendait, lui, une majorité claire et nette. Et on va aller plus loin avec notre invité Éric Roussel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes le biographe de grands dirigeants français, dont Georges Pompidou. L'anniversaire de l'élection de Pompidou prend une dimension un peu particulière. On assiste à une vraie nostalgie qui pourrait d'ailleurs surprendre les plus jeunes. Comment vous l'expliquez? Pourquoi cette Pompidou-mania, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction? Vous savez, elle se révèle, ce que vous appelez la Pompidou-mania, à l'occasion de cet anniversaire. Mais moi, ce que j'ai constaté à l'occasion de diverses publications, dont mes propres livres, et puis surtout la correspondance que j'avais éditée avec Alain Pompidou, le fils de Georges Pompidou, c'est que Georges Pompidou bénéficiait d'une sympathie, d'une popularité qui ne demandait qu'à être animée en quelque sorte. Donc c'est pas... bon, ça, là, si vous voulez, en plus, ça coïncide avec un moment politique évidemment un peu particulier, puisqu'il y a cet écrasement de la droite, etc. Mais je crois qu'on a, si vous voulez mon avis, on a trop tendance à voir cet anniversaire et l'intervention du président de la République uniquement sous un angle de politique politicienne. Évidemment, les anciens, enfin les gens de la droite, ce qu'on appelait la droite républicaine, ne peuvent pas être contents de voir un président qui s'est présenté comme ni droite ni gauche. Mais je crois, si vous voulez, que l'exercice auquel s'est livré Emmanuel Macron hier s'inscrit au fond dans une tradition qui fait que, au fond, c'est sa fonction d'exalter, enfin de reconnaître en tout cas la part positive, la meilleure part qu'il peut y avoir chez ses prédécesseurs ou chez les grandes figures de l'histoire de France. Il a d'ailleurs parlé de François Mitterrand hier. Donc je crois que ce n'est pas exclusif et je crois que c'est un petit peu réducteur
de dire qu'il veut absolument se transformer en Pompidou. De toute façon, il aurait beaucoup de mal physiquement. Revoyons quand même les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors de cet hommage. En parlant de Georges Pompidou, il parle de la définition française de la modernité, une modernité de conquête, pas d'adaptation ni de soumission, qui pensait à la fois vieille France et nouvelle France. Est-ce qu'il voit juste? Oui, ça je crois que ça, si vous voulez, c'est ce qui peut le rapprocher de Georges Pompidou. C'est le projet, la perspective. L'idée, effectivement, qu'on peut avancer, mais en respectant le passé dans ce qu'il a de bien, d'acceptable. Ça, je crois que c'est une démarche sincère et qui lui donne peut lui donner une parenté avec Georges Pompidou. Pour le reste, les itinéraires sont quand même assez différents. Et comme l'a dit Claude Malhuret, les stratégies politiques aussi ne sont pas du tout les mêmes. Là, il y a une tentative de gouvernement au centre qui s'apparente en effet à celle de Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus que celle de Pompidou, qui voulait des majorités nettes. Donc, c'est pas la même. Donc, d'après ce que vous connaissez de Georges Pompidou n'aurait pas adoubé Emmanuel Macron, par exemple? Non, je crois que. Pardonnez-moi, mais je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. C'est pas qu'il a... Mais il ne peut pas y avoir, d'abord on ne sait pas ce que serait devenu Georges Pompidou. Non, je pense qu'il ne faut pas réduire tout ça, si vous voulez, à une dimension purement politicienne. Il y a un personnage, Pompidou, qui a occupé une place importante dans notre histoire, et je pense que c'est normal que le président de la République le reconnaisse, et pourquoi pas s'en inspire, parce que c'est... Voilà. Édouard Philippe a lui aussi fait référence à Georges Pompidou, c'était lors de son discours de politique générale. Un macroniste a confié ceci aux Parisiens ce matin. Le Premier ministre doit être plus près de Pompidou que le président. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus près de Pompidou, sous-entendu, c'est finalement Édouard Philippe, le vrai héritier de Pompidou, et cette droite qu'il représente. Oui, ça, écoutez, ce sont des querelles. Moi, je ne suis pas vraiment je ne peux pas être l'arbitre de ces... Non, pas question d'arbitre, mais oui, sur le plan voilà. des ressemblances, du fond, de l'idéologie, de la politique menée. Oui, il y a certaines analogies. Encore une fois, ce projet modernisateur, c'est le projet modernisateur dans la mesure où il préserve des équilibres. Je crois que c'était ça, au fond, la démarche de Georges Pompidou, et ça peut être la démarche des gouvernants actuels, et notamment d'Édouard Philippe. Je pense que c'est... Éric Roussel, on sort d'élections européennes. Ce soir, les dirigeants d'ailleurs se retrouvent pour essayer péniblement de se mettre d'accord sur les nominations aux postes clés. Est-ce que Georges Pompidou était un Européen convaincu? Quelle était sa vision de l'Europe? Il était un Européen convaincu, mais il l'était, si vous voulez, dans la perspective et dans l'exacte perspective du général de Gaulle. On a essayé de les diviser là-dessus. À mon avis, c'est assez faux. Oui. Parce que même quand il a ouvert les portes du marché commun, on disait alors à la Grande-Bretagne, il l'a fait dans une perspective très précise, c'est-à-dire avec l'idée que la Grande-Bretagne, qui, comme on le sait, est très hostile au fédéralisme, l'arrivée de la Grande-Bretagne, justement, était le meilleur garant de toute tentative d'accélération vers un processus d'intégration trop poussé. Je crois que c'était son idée. Mais alors autant il était, ça certainement, très, très méfiant, réticent même, à l'idée d'aller vers une intégration, enfin un cadre vraiment purement fédéral, autant il était très conscient de la nécessité d'unir autant que possible, à l'époque c'était l'Europe de l'Ouest, mais de nouer des liens, et ça c'était la perspective de De Gaulle. Bon, il y a eu deux écoles, il y a l'école de Jean Monnet, disons, Robert Schuman, et puis il y a l'école de Gaulle. Pompidou était plutôt du côté, à mon avis, de Gaulle, mais avec une foi sincère et une résolution. Dans l'intimité du pouvoir, de la présidence de Georges Pompidou, Emmanuel Macron, dont il a fait la préface, salue en Pompidou le premier combattant de la protection de l'environnement. Il fait référence à la création du premier ministère de l'environnement. Pompidou était un visionnaire sur les enjeux écologiques. Il a marqué quelque chose? C'est-à-dire que là, on retrouve, si vous voulez, la personnalité de Pompidou, qui est un personnage complexe, avec des paradoxes, même des contradictions, d'ailleurs, qu'il assumait. Bon, on sait qu'il a fait beaucoup pour la voiture à Paris, notamment. Oui. Il aimait beaucoup tellement environnemental. Non, mais il aimait beaucoup la voiture, il avait même une voiture très, très puissante. Mais il a créé ce ministère. Mais en même temps, il a créé en même temps, c'est dire. L'homme du en même temps. Donc il a créé ce ministère qui, effectivement, était quand même une première à une époque. On était, il y a 50 ans maintenant. C'est vrai qu'on commençait à peine à en parler de ces problèmes. Il y avait quelques
pionnier, au fond, qui avait attiré l'attention. Mais, si vous voulez, les problèmes ne se posaient pas dans les mêmes termes, et surtout, il n'y avait pas les enjeux dramatiques, climatiques qu'on a découverts aujourd'hui, qui sont apparus. Donc, c'était surtout l'idée de préserver un cadre de vie. Alors ça, Pompidou, il était très attaché. Il était attaché. Mais il était aussi conscient du fait qu'il fallait que dans Paris, il fallait que les choses évoluent un peu. Il ne faut pas oublier à sa décharge, parce qu'on l'a beaucoup dit qu'il avait bétonné. Il n'y avait pas eu de grands travaux à Paris depuis la fin depuis l'Empire, depuis Haussmann. Donc il fallait quand même bien que la ville évolue un peu. Merci infiniment Éric Roussel d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle que vous êtes historien et auteur donc de Georges Pompidou, tout simplement, l'un des biographes de Georges Pompidou. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer Florent Wadillo à Jean-Sébastien Ferjou. On va s'intéresser à l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique. Elle est de nouveau pointée du doigt après le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Certains des proches de l'ancien président s'interrogent. Magistrats, exécutifs, les liaisons sont-elles dangereuses? On ouvre la discussion avec nos invités après les explications de Jérôme Rabier. Ce sera une grande première sous la Ve République. Un ancien président va être jugé pour corruption. La justice vient de définitivement valider le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Ses proches s'interrogent sur ce qu'ils considèrent comme un acharnement. J'espère que dans mon pays, la justice est indépendante. Voilà. Vous l'espérez, vous n'en êtes pas sûr? Peut-être que je l'espère. Il y a des espérances fortes. Et le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, et vous l'avez noté, Nicolas Sarkozy, malgré tout ce que vous évoquez, n'a jamais été condamné. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir tenté de corrompre un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, en échange d'un poste de prestige à Monaco. L'enquête avait été ouverte après des écoutes téléphoniques visant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Le chef de l'État utilisait alors un téléphone acheté sous le pseudonyme de Paul Bismuth. Mardi, la Cour de cassation a rejeté les recours déposés contre ces écoutes. Mais pour Bruno Retailleau, cela ne fait pas de Nicolas Sarkozy un coupable. Personne n'est au-dessus ou au-dessus des lois. Et moi, je rappelle qu'un procès, ça se termine parfois par des non-lieux. Il y aura une procédure, il y aura une confrontation, des éléments qui seront à charge et des éléments qui seront à décharge, et puis il y aura une décision de justice. Du côté du gouvernement et notamment des ministres venus des Républicains, la prudence est aussi de mise. Sans commenter les décisions de justice que je respecte évidemment quand elles arrivent, ou les procédures de justice, moi, le président Sarkozy, il a mon affection et mon respect. L'ancien président de la République risque d'autres rendez-vous avec la justice. Il est aussi mis en examen dans l'affaire Big Malion et dans celle du potentiel financement libyen de sa campagne électorale victorieuse en 2007. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Florent Wadillo, bonsoir, président du think tank L'Hétairie, ancien conseiller spécial de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue, directeur de la publication Atlantico. On entend, vous l'avez entendu comme moi, chez quelques proches de Nicolas Sarkozy, des interrogations sur l'indépendance de la justice. Est-ce qu'ils ont raison de se poser des questions, Florent Wadillo? Est-ce qu'on a une justice politisée, très politisée ou trop politisée? Il y a deux aspects pour répondre à cette question. La justice est-elle politisée dans le sens où elle répond à des consignes politiques, où elle prend des consignes politiques? Et là, très objectivement, on aura du mal à prouver que la justice reçoit des consignes politiques. C'est même l'inverse. Et certains même pourront déplorer qu'elle n'en reçoive pas assez. Ensuite, que la justice ne soit pas exempte de toute idéologie politique, que les magistrats puissent être eux-mêmes travaillés par ces questions-là et qu'ils abordent certaines affaires sous l'angle de leur prisme personnel, c'est une évidence parce que c'est une activité éminemment humaine. La question qui se pose et qui est très propre en fait au milieu politique, c'est des magistrats ont-ils la volonté délibérée de se payer des responsables politiques? C'est la question que certains se posent. On ne peut pas évacuer totalement cette hypothèse-là. Je ne parle pas du cas Nicolas Sarkozy en particulier. Pour des raisons multiples. D'abord parce que les responsables politiques ont longtemps été très à l'écart de toute responsabilité pénale ou civile. Et donc de ce fait, il y a une forme de course pour rattraper le retard. Et puis ensuite, c'est le comportement d'un pouvoir, d'une autorité qui se vit comme un contre-pouvoir et qui peut aller dans cette dimension agonistique avec le pouvoir politique. Jean-Sébastien Ferjou, c'est vrai que c'est une question que se posent certains politiques, mais que se posent aussi les citoyens, parfois, quand on voit des télescopages d'actualités, d'affaires qui arrivent en pleine élection, en pleine campagne.
Mais je suis d'accord, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, y a-t-il un lien, ou des consignes plus exactement, parce qu'un lien il existe entre le parquet et le ministère de la Justice. Et y a-t-il par ailleurs des magistrats qui, eux, agiraient de manière très politique, plus qu'ils ne poursuivraient la justice en tant que telle. Je crois qu'on ne peut pas totalement évacuer la question du lien, malgré tout. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui voudraient l'indépendance absolue de la justice. Je pense que pour mener une politique pénale, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'un gouvernement puisse donner des instructions pour dire, et d'ailleurs que ça serve aussi à assurer une forme d'uniformité sur le territoire national pour que vous soyez poursuivis de la même manière en Île-de-France ou dans la Creuse ou à La Réunion, j'en sais rien, pour les mêmes crimes ou les mêmes délits. Donc ça ne me paraît pas du tout absurde que ce lien-là existe. On pourrait se poser la question en matière d'indépendance de ce qui relèverait justement du jugement des affaires politique. Après, il y a un autre point, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de consignes, parce que je pense que des consignes, il y en a eu dans le passé, personne ne peut en douter. Il y en a probablement beaucoup moins maintenant, mais tout se joue au moment de la nomination. C'est-à-dire qu'on voit bien que les nominations, il suffit de nommer à des postes clés. Là, il y a le remplacement d'Eliane, pardon, son nom m'échappe, Houlette, voilà, à la tête du parquet national financier. Il suffit de nommer la personne dont vous êtes certain qu'elle sera plus encline à s'intéresser à vos adversaires politiques qu'à vos propres dossiers pour ne pas avoir besoin ensuite de donner des consignes. Et c'est un élément qui est parfaitement réel. On l'a vu dans un certain nombre de nominations qui ont été faites ces derniers temps. Après, sur les magistrats, oui, incontestablement, et souvenez-vous, le mur des cons, c'était Atlantico qui l'avait révélé, il y a des magistrats qui sont éminemment politiques. Je pense qu'il y a une forme d'acharnement et vis-à-vis de Nicolas Sarkozy ou à l'heure actuelle vis-à-vis de Marine Le Pen. La dernière affaire concernant Marine Le Pen, sur le fait qu'elle soit poursuivie pour avoir révélé le fait qu'elle était convoquée à un examen psychiatrique, vous savez, dans l'histoire des tweets où elle s'était émue des atrocités commises par Daesh. Là, on marche sur la tête parce qu'en permanence, on peut ouvrir Le Monde ou Mediapart tous les jours, il y a des PV sortis directement des procédures pénales qui sont publiées. Donc la poursuivre, elle, alors que jamais personne d'autre, jamais les cours ne reconnaissent qu'il y a violation du secret de l'instruction dans l'autre sens, oui, évidemment, et ça rejoint ce que vous disiez, oui, le citoyen lambda, il peut réellement avoir un doute sérieux sur l'objectivité de certains magistrats, parce qu'il ne s'agit certainement pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la magistrature. Je vais vous laisser répondre, Florent Badillo. Je voudrais juste qu'on écoute un extrait en vue de la réforme constitutionnelle. La question du lien étroit entre parquet et exécutif se pose. Philippe Bas, qui est président de la commission des lois ici au Sénat, il sera très attentif. Il nous l'a dit hier, c'était dans l'émission Questions aux sénateurs. Écoutez. Il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas le temps de discuter ce soir, sur la nomination des procureurs, par exemple, qui sont des questions intéressantes que j'aimerais bien pouvoir régler une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Florent Badillo ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que la question de la nomination des procureurs, en réalité, c'est un problème de droit et un problème de fait. Dans le droit, la nomination est à la main du pouvoir exécutif. Et donc, dans le droit, le pouvoir exécutif peut nommer qui il veut. Et on l'a d'ailleurs vu, à l'époque, pour la nomination de l'actuel procureur de la République à Paris, le pouvoir exécutif a imposé son choix. Bon. Mais en réalité, hormis ces quelques cas qu'on peut citer, le pouvoir politique, depuis 2010, cède toujours au Conseil supérieur de la magistrature. Donc dans les faits, en réalité, la nomination des procureurs est indépendante. Et donc la révision constitutionnelle a juste pour objectif, de la désacraliser, de remettre le droit en conformité avec les faits et d'éviter justement des dérogations qui peuvent survenir de temps à autre. Quant à la nomination de certains, bien sûr qu'il peut y avoir, on évoque par exemple le nom de Charlotte Cobel, qui est l'actuelle conseillère du Premier ministre pour les questions de justice, pour la tête du parquet national financier. Évidemment, on peut toujours aller trouver des accointances, etc. Moi, je serais plus précautionneux dans cela pour deux raisons. Parce que, d'abord, il y a le principe de la justice, c'est qu'il y a des capacités d'appel. Et l'appel, c'est précisément parce que l'on a conscience que c'est une activité humaine qui peut commettre des erreurs, qui peut être sujette à un mouvement d'opinion, à des opinions politiques. Et donc, l'appel existe avec différentes juridictions d'appel. Oui, mais l'erreur, c'est pas l'opinion politique. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appel, il existe pour la faillibilité du magistrat ou pour l'erreur d'appréciation. Ça n'empêche pas qu'il y a des questions de calendrier, parce que c'est un peu comme l'amour et l'épreuve d'amour. Enfin, moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de politisation de la justice, mais enfin, on peut regarder les faits. On voit bien que la manière dont a été traité François Fillon ne correspond pas à la manière dont auraient été traités d'autres concernés par des affaires similaires. Le Front National, dans l'affaire des assistants parlementaires au niveau européen, il y a beaucoup plus de rapidité dans les enquêtes qu'il n'y en a pour le Modem ou
pour la France insoumise. L'exemple que je viens de vous donner sur les poursuites, parce que réellement elles sont choquantes. On peut détester Marine Le Pen, la trouver moralement condamnable ou politiquement détestable au millième degré. Ça ne change pas le fait que là, ce qui vient de se passer est grave dans un état de droit. On ne poursuit pas. Vous vous rendez compte quand même, parce que quand même il faut mesurer de là où on en est arrivé en matière de recul, parce que je considère vraiment qu'il y a un recul et que certains magistrats, parce que je ne pense pas que ce soit les politiques qui soient en cause, je pense que réellement certains magistrats se sentent investis d'une mission qui dépasse de très loin celle qui leur est confiée dans les institutions. On va laisser répondre Florent Badiou. Je trouve ça choquant parce que prenons l'exemple. Il y a eu 3 exemples. Prenez l'exemple de Marine Le Pen, prenez celui-là. Il va prendre un autre exemple. Je vais prendre les 3 exemples que vous avez cités. François Fillon, pardon, j'étais au cabinet du garde des Sceaux à cette époque-là. Donc c'est une affaire qu'on a regardée précisément parce qu'on voulait se préserver de toute idée que l'instrumentalisation de la justice. Non, mais du coup, je regarde néanmoins. Nous avons regardé l'affaire pour savoir si elle était classique ou pas dans son traitement. Qu'aurait-on dit des magistrats pour un candidat à l'élection présidentielle qui était accusé de détournement de fonds publics s'il n'avait pas été l'objet d'une procédure? Que je sache, cette procédure ne lui a pas donné un mandat de dépôt, il n'a pas été empêché de conduire. Le parquet national financier s'est saisi dans les 24 heures d'un dossier. Le parquet national financier a vocation à traiter les cas de grande criminalité ou extrêmement complexes financièrement. Je ne suis pas certain que Pénélope Fillon corresponde à cette définition. Mais dans les 3 exemples que vous avez donnés, moi je remarque une chose, c'est que l'on demande des circonstances atténuantes pour les responsables politiques parce qu'ils ont une exposition médiatique. Non, c'est le calendrier qui interroge. Vous avez une révélation publique concernant François Fillon. Et on voudrait donc que la justice n'ouvre pas une enquête préliminaire. Mais soit on est très sévère avec tout le monde et ça me va très bien, soit on l'est avec personne. Vous ne pouvez pas le faire uniquement à l'encontre de candidats qui déplaisent. Je pense qu'il faut être sérieux dans ces accusations. On a des magistrats qui sont ceux qui condamnent le plus en Europe. On a le plus de mandats de dépôt. Donc, moi, ce que je trouve, c'est qu'au contraire, la classe politique fait l'objet d'un traitement différencié parce qu'elle est préservée. Préservée d'abord parce qu'à chaque fois qu'il y a une enquête préliminaire ou chaque fois qu'il y a une instruction, on sait, les journalistes... Mais j'y arrive, mais non, c'est ce que je vous réponds là-dessus précisément. Catégorie par catégorie. Je vous dis, voilà, ensuite, on peut aller dans le détail. François Fillon... les candidats aux Français lambda. Ah bah oui, mais excusez-moi, mais l'égalité devant la loi, ça a un sens y compris pour les candidats et les Français devant la loi. Quant à Marine Le Pen, personne ne peut nier que à chaque fois qu'elle commet une erreur, elle est poursuivie. Sauf que on ne peut pas considérer, je voudrais finir juste une phrase, on ne peut pas considérer qu'on est toujours dans un défi permanent au juge, qu'on est toujours en train d'accuser la justice de manœuvre et que lorsque l'on faute soi-même, alors qu'on est avocate, les magistrats ne décident pas de lui renvoyer la juste monnaie de sa pièce. Je trouve qu'on ne peut pas jouer le rôle en permanence de dire la justice est pourrie, elle est corrompue, et dire lorsqu'on l'en est attaqué parce que l'on cherche à être attaqué... J'aimerais comprendre pourquoi on a le droit de publier la photo du petit Aylan. Vous vous souvenez qu'il était sur toutes les plages, parce que ça va dans le bon sens politiquement, mais on n'a pas le droit de publier des photos des exactions de Daesh. Marine Le Pen, elle est opposante, elle est parlementaire. C'est l'apologie du terrorisme. Ça n'est tellement pas la loi, que le chef... Mais pardon, si je peux aller jusqu'au bout, ça n'est tellement pas la loi que le fondement des poursuites qui sont engagées contre elle, c'est sur un texte qui prévoit de lutter contre la pédophilie. C'est-à-dire, est-ce que Marine Le Pen réellement... Oui, parce que le texte qui permet de poursuivre Marine LePen pour la publication de ces photos-là, c'est justement... Alors, sans rentrer dans le détail de cette affaire, vous dites parce que c'est très important. Il y a une cabale lancée contre Marine Le Pen, c'est ça le... Pardon, mais pour aller au bout, on a été obligé de s'appuyer sur une loi qui vise à défendre les enfants des pédocriminels. Est-ce que réellement vous pensez que l'enjeu dans la publication des exactions commises par Daesh, c'était la préservation des enfants? D'où le fait qu'elle soit soumise à une expertise psychiatrique, d'où le fait que quand elle s'émeut d'être convoquée à une expertise psychiatrique, on la poursuive en plus pour violation. Alors c'est pas du secret d'instruction, mais je sais plus quel est le qualificatif exact. On marche sur la tête, pardon, mais on marche sur la tête et c'est choquant. C'est le cas aussi dans un certain... Il y a plus de sévérité vis-à-vis de la France insoumise aussi. Regardez, je suis désolé. Donc il y a de l'idéologie face aux opposants, c'est ça là. On parle d'égalité. Pour le MoDem, les procédures vont beaucoup moins vite sur les affaires d'assistants parlementaires européens. Vous ne pouvez pas nier. Pardon, je peux le dire parce que c'est le constat que j'en fais. Comme je vous disais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. La difficulté de ce débat, c'est qu'on va parler d'un dossier en 2 minutes en mettant en avant... Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'apesantir parfaitement similaires dans les faits. Pardon, soyons sérieux. Dans l'affaire mais je vous le dis, dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, qui a été forcé de démissionner? 2 ministres, dont le garde des Sceaux. Vous trouvez que ça n'a rien à voir avec la justice? Oui, mais c'est exactement le même traitement qui a été réservé à François Fillon. Le calendrier judiciaire de déclenchement, il se fait lorsqu'il y a la révélation de faits
Et qu'aujourd'hui, en plus, avec la sensibilité toute particulière que la presse apporte sur ces révélations de faits, il y a une pression médiatique encore plus forte qui pèse sur la justice. Donc quand la justice déclenche vite, on estime que c'est catastrophique. Quand elle déclenche lentement, on estime que c'est catastrophique. Quant aux durées de la justice, la durée des procédures, elles sont extrêmement longues. Mais je vous rassure, il y a des procédures qui vont beaucoup plus vite pour les responsables politiques. Il y a des Français qui ont jusqu'à 7 ans, 10 ans dans une même procédure. Donc n'allons pas stigmatiser la justice lorsqu'elle traite des responsables politiques, alors qu'elle les traite avec soit la même vivacité, soit la même lenteur qu'elle traite les je voudrais juste, pardonnez-moi. Les calendriers judiciaires ne sont pas on a les entendu, mêmes. je voudrais qu'on s'arrête. Il y a une opportunité dans les choix de traitement des dossiers qui bien souvent est calquée sur les calendriers judiciaires, voire sur les calendriers électoraux, et qu'après des élections, il y a des procédures qui se perdent dans les sables, on les oublie mystérieusement. On va poursuivre, je voudrais juste qu'on s'arrête sur le cas particulier du parquet national financier que vous avez déjà évoqué. Double accusation hier de la part d'Edoui Plenel sur BFM, sur le plateau de BFM hier soir. Le fondateur de Mediapart a voulu tirer la sonnette d'alarme, réellement, voilà ce qu'il dit. Il faut préserver son indépendance et il dénonce, je cite, des grandes manœuvres pour tuer le parquet financier. Voilà ces mots. Un peu plus tôt, toujours sur BFM, c'est Marine Le Pen, qui pointait du doigt la partialité des magistrats du PNF. Existe-t-il dans la manière dont on mène les enquêtes, et notamment dans le rôle du parquet, et je parle spécifiquement du parquet national financier, existe-t-il une neutralité politique, puisque ce parquet national financier est en fait une construction politique en elle-même, et que beaucoup, dont je fais partie, considèrent que ce parquet national financier est en fait aux mains des politiques, reçoivent des instructions politiques, et dans l'objectif évidemment de gêner particulièrement, il faut bien le dire, l'opposition. Florent Vadio, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, j'aurais été au cabinet du garde des Sceaux, j'aurais fait en sorte qu'il y ait un dépôt de plainte, parce que c'est très grave. Elle accuse deux choses, un manque d'indépendance, qui est contraire à la loi du 25 juillet 2013, et elle accuse en plus les responsables politiques justement de violer cette loi. Donc c'est très grave, et ça justifie à soi seul le fait que la justice soit particulièrement vigilante à la manière dont elle la traite, et surtout dans la manière dont elle le représente. Je rappelle que Marine Le Pen, elle est censée un jour exercer le pouvoir, parce que c'est ce à quoi elle se présente en permanence. Donc on ne peut pas piétiner une autorité constitutionnelle et puis estimer que dès qu'on est attaqué, c'est faire preuve d'une politisation qui est scandaleuse. Quant à Edoui Plenel, encore une fois, le jeu est trop simple. Quand les enquêtes préliminaires lui conviennent, la justice est indépendante. Quand les enquêtes préliminaires ne lui conviennent pas, la justice est instrumentalisée. Et le PNF en est le meilleur exemple. Mediapart a déclenché autant d'enquêtes sur le PNF qu'il en a déploré. Comment vous l'expliquez alors, cette ère du soupçon permanente? Parce que ça date pas d'hier, ça date de plusieurs décennies, ce soupçon sur la justice. Comment on l'explique? Parce qu'en réalité, nous sommes dans une indistinction qui est coupable. Coupable de la part des responsables politiques. Parce que on estime que les responsables politiques sont responsables politiquement devant le Parlement de la politique pénale conduite. On estime qu'ils en ont les moyens et en réalité, ils n'en ont pas les moyens. Et on ne décide pas de trancher, on ne décide pas de savoir si on veut un parquet totalement indépendant avec un procureur de la nation ou si on veut véritablement qu'il y ait un parquet qui reçoive des orientations de politique pénale, mais pas sur des orientations individuelles, sur des orientations qui sont sociétales. Tant qu'on n'aura pas tranché le statut du parquet, je ne parle pas de son indépendance, je parle le statut du parquet, et donc les pouvoirs d'enquête, on n'arrivera pas à faire croire aux gens que les choses sont indépendantes, parce qu'il est plus simple de voir complot que de voir la réalité des faits. Parce que tout de même, jusqu'à Dominique Rousseau, constitutionnaliste qu'on connaît bien ici sur Public Sénat, dans une interview à La Croix, qui nous dit « La justice ne peut rester entre les mains d'un ministre marqué politiquement », Jean-Sébastien Ferjou. Mais je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, dans la mesure où il faut qu'un gouvernement ait les moyens de mener une politique pénale. En revanche, ou alors, dans ce cas-là, il faut passer à un système à l'américaine, élire des procureurs. Je ne suis pas certain qu'on gagnerait grandement dans la procédure, au-delà du fait que ça ne correspond absolument pas à la culture politique ou juridique française. Maintenant, pour les affaires politiques, il faudrait effectivement un procureur qui, lui, soit réellement indépendant et réfléchir aux conditions de nomination, peut-être par le Parlement, par un système de voix croisées. Maintenant, moi, j'ai entendu quelque chose qui me paraît très grave dans ce que vous disiez. Il nous reste moins d'une minute. Parce que je pense que Marine Le Pen a parfaitement tort dans les arguments qu'elle emploie sur le parquet national financier. Je ne pense pas que le parquet national financier soit activé par le pouvoir à son encontre, ou au-delà peut-être d'une manière extrêmement vague et d'une continuité d'idées, mais pas dans des actes concrets. En revanche, quand vous dites qu'elle devrait être poursuivie,
Pardon, non, c'est aux électeurs de départager. Un responsable politique, vous ne pouvez pas enfermer la parole politique, vous ne pouvez pas enfermer... C'est une infraction, et le politique ne peut pas s'affranchir de la loi comme le fait Marine Le Pen. Elle accuse donc c'est exactement le genre d'argumentaire qu'un État autoritaire emploierait de se dire le droit me permet de vous poursuivre. Non, c'est exactement la même chose que pour la publication des photos. Un responsable, oui, il est injusticiable pour les autres. La diffamation doit être poursuivie. Mais vous tombez exactement sur la même pente que celle de Madame Belloubet disant que Madame Diaye, la porte-parole du gouvernement, considérant que les journalistes sont des justiciables comme les autres. Non, ils le sont s'ils ont tué leur femme ou s'ils font de la fraude fiscale, ils ne le sont pas dans l'exercice de leur fonction. Vous ne pouvez pas faire abstraction du fait que la parole politique doit être libre et qu'elle ne peut pas être soumise à la décision d'un juge quand on sait que par ailleurs, ce corps-là en particulier est très politisé. Pardon, je suis obligée de vous couper. Merci infiniment à tous les deux. C'est déjà la fin de ce match des idées, c'est passé très vite. On va plus loin, continue. Hashtag OVPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Place au grand débat, on va parler de la relation entre les Français et leurs maires. À un an des municipales, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale a lancé un sondage réalisé par Opinionway qui nous dit beaucoup de choses, et notamment que les Français aiment leurs maires. L'élu dépasse de très loin les autres pour ce qui est par exemple des préoccupations du quotidien. Mais attention, il y a aussi une demande de renouveau. On va en discuter avec nos invités après ce sujet de Marie Brémaud. Ils sont dans le cœur des Français malgré la défiance envers les politiques. Les maires restent les élus préférés des citoyens. 68% estiment que ce sont eux qui comprennent le mieux leurs préoccupations quotidiennes, contre seulement 5% pour le président de la République. Très critiques envers l'exécutif donc, les Français le sont moins avec leurs élus locaux. Ils sont 71% à apprécier le travail réalisé par leur maire depuis les dernières élections municipales de 2014. C'est cette même année que le non-cumul des mandats est entré en vigueur. Il interdit aux parlementaires de briguer des mandats exécutifs locaux, une mesure encore aujourd'hui plébiscitée par environ 3/4 des Français. Mais alors que les élections municipales approchent, les sondés se montrent divisés. À peine plus de 50% des électeurs ont l'intention de voter pour un maire actuel ou un candidat qu'il soutiendra s'il ne se représente pas. Mais 44% souhaitent du changement à la tête de leur mairie. En mars 2020, tout est encore possible donc. Pour 3/4 des Français d'ailleurs, les résultats des élections européennes n'auront pas d'impact sur leur choix de vote pour les municipales. Avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Frédéric Michaud, bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut Opinionway, à l'origine de cette enquête. John Billard, bonsoir, maire d'Hiver, droite du Favril dans l'Eure-et-Loire. Vous êtes aussi président de l'association des maires ruraux de ce département. Corentin Le Fur, bonsoir, élu local d'Aubonne dans le Val d'Oise. Et Éric July, bonsoir. Vous êtes président du cabinet Clay Communication, ancien directeur général des collectivités locales. Merci à tous les quatre d'être ici. Frédéric Michaud, 68% des sondés considèrent que leur maire est l'élu qui comprend le mieux leurs préoccupations. C'est un plébiscite pour les maires. Les Français aiment leur maire. Oui, c'est un plébiscite. Ce n'est pas une nouveauté. C'est très bien documenté depuis plusieurs enquêtes, depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est le seul élu qui est épargné, qui est immunisé dans l'océan de défiance généralisée dont souffrent tous les autres élus. On le voit dans ce sondage que nous avons réalisé pour l'UNCAS. C'est d'ailleurs le seul élu qui obtient une majorité de réponses positives. Tous les autres sont plutôt l'objet d'une défiance, voire d'un rejet de la part de l'opinion publique. Comment on l'explique en quelques mots? C'est la proximité? On l'explique tout simplement, oui. C'est sans doute la proximité. C'est l'élu de proximité par excellence, celui qu'on connaît, celui qu'on sait où trouver, et puis celui dont on voit les réalisations, dont l'action est très concrète et très tangible pour les habitants. Éric July, oui, je crois que ce point est important parce que non seulement c'est le plus proche, mais aussi le nombre de satisfaits, voire de très contents du bilan, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, comme on l'a dit, forcément réélection assurée, mais montre qu'en fait, il y a une visibilité de l'action qu'on n'a pas au niveau départemental ou régional, et qu'on n'a pas non plus au niveau de l'État pour des tas de raisons. Et au niveau parlementaire également. John Billard, ça vous satisfait de voir ces chiffres qui sont effectivement assez élogieux vis-à-vis des maires? Ça récompense un travail, parce que c'est évidemment pas tous les jours facile d'être maire d'une commune, et encore moins d'une petite commune, j'imagine. Alors c'est vrai que pour une commune de petite taille, on va dire, c'est la proximité, on peut pas faire mieux. On est constamment en proximité avec nos habitants. Mais après qu'on se satisfasse, oui, parce que c'est un investissement personnel
personnel aussi pour l'élu qui se démène. Et c'est vrai que généralement, quand on se représente, c'est un peu on passe un examen. C'est-à-dire, est-ce que notre bilan il a été bon? Est-ce qu'on a fait le travail qu'il fallait? Après, l'autre difficulté, c'est souvent le principe, peut-être y revenir sur le principe de l'élection avec le principe du panachage pour les communes de moins de 1000 habitants, où souvent le maire il est plutôt sanctionné sur son deuxième mandat, parce que dans le panachage, vous pouvez supprimer la personne. Tout simplement parce qu'il a eu son rôle de police et il a parfois été voir les habitants en leur expliquant que le chien, il fallait pas qu'il aboie, etc., etc. Oui, il a un peu le mauvais rôle parfois. Donc ça, c'est un peu, personnellement. C'est tellement difficile que certains, et même plus de la moitié, n'ont pas envie de se représenter en 2020. Alors, il n'y a pas que cette raison. Une des raisons, c'est aussi le problème de l'intercommunalité, mais c'est pas le débat. Et là, pour le coup, c'est très loin des Français. Corentin Le Fur. Oui, par rapport à ce que vous disiez, c'est absolument pas étonnant. D'abord, il y a un attachement qui, je crois, est un attachement historique. La commune, c'est la cellule fondamentale de l'organisme de la République française. Donc, il y a cet attachement historique. Et puis, vous parliez d'attachement au maire. Je pense qu'il y a aussi un attachement avant tout à la fonction. C'est-à-dire qu'indépendamment de la personne, même si on peut identifier la personne, il y a un attachement à la fonction parce que dans toutes les strates de collectivités territoriales qui existent, puis après l'État, le maire ou la maire, c'est la personne qu'on peut croiser dans la rue, à qui on peut demander un rendez-vous rapidement, à qui on peut faire remonter des doléances. C'est-à-dire que c'est l'élu qui incarne, indépendamment de la satisfaction ou de la moindre satisfaction de la politique publique, la possibilité de s'adresser rapidement dans une société où les gens veulent des réponses rapidement, tout de suite, sur n'importe quel sujet. Il y a aussi cette satisfaction de se dire « j'ai toujours un élu, le maire et son conseil municipal », à qui je peux confier l'ensemble de mes problèmes, de mes interrogations. Et je pense que c'est à ça que les gens sont très attachés, contrairement à un député, un sénateur ou même un conseiller départemental qui peut parfois sembler beaucoup plus éloigné plus déconnecté, des préoccupations de chaque jour. C'est aussi celui qui est là quand il y a des problèmes graves. On l'a vu avec toutes les catastrophes climatiques. Le premier, à chaque fois, le premier qui est là et qui est là assume, qui est là tout le temps, et pas uniquement pour les caméras. Voilà. C'est lui, il est là, il assume, il essaye de trouver les solutions. Je pense que ça joue. C'est vraiment l'élément de base de la démocratie et de l'organisation de la démocratie en France. Alors, dans ce très beau tableau, il y a quand même un bémol, cette affection particulière des Français pour leur maire. C'est ce résultat qu'on va revoir ensemble, qu'on a vu dans le sujet de Marie, mais qu'on va revoir. 51% des sondés ont l'intention de réélire leur maire actuel ou le candidat qu'il va soutenir, mais 44% ont l'intention de voter pour un autre candidat. Et la première raison invoquée dans cette étude, c'est l'envie d'un renouveau politique. Alors, question, les maires vont-ils être à leur tour victimes d'une vague de dégagisme? Eh bien, on a posé la question à Benoît Calmels, qui est le directeur général de l'UNCAS, à l'origine de cette enquête avec Opiniono. Il est au micro de Quentin Calmet. Il y a aussi cette volonté, alors je ne vais pas dire de dégagisme, mais plutôt de rajeunissement du personnel politique. Un rajeunissement certainement en termes d'âge et peut-être de diversité, mais également d'apport de personnes qui soient hors des sentiers politiques habituels. Frédéric Michaud, c'est un élément marquant de cette étude aussi. 44%, c'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Alors, on sait que dans ce type d'élection, la prime au sortant est toujours très très forte. Là, 51%, c'est quand même une courte majorité des électeurs qui ont envie de réélire leur maire. C'est pas un résultat négligeable, mais on voit bien que la recomposition politique, le renouvellement du personnel politique qui a été engagé en 2017, qui s'est prolongé en 2019, risque de trouver une nouvelle expression. Alors peut-être atténuée par rapport aux deux scrutins précédents, mais en tout cas risque de se prolonger peut-être lors des élections municipales du printemps 2020. C'est pas certain si les maires qui ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas se représenter ne se représentent pas. Il y aura de facto un dégagisme, un autodégagisme. Oui, c'est des départs et un grand renouvellement. Corentin Le Fur. Alors bon, moi je parle du retour que j'ai moi sur le terrain. Je ne parlerai pas de dégagisme. Bon, ce qui est incontestable, moi j'ai été élu pour la première fois en 2014 adjoint au maire à 25 ans. Quand et avec un certain nombre de responsabilités, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement il y avait d'une manière générale une certaine bienveillance de la population qui attend qu'une certaine génération, parce que souvent quand vous allez dans une réunion ou autre, tout le monde a beaucoup d'idées sur tout, mais la volonté de s'engager,
c'est un autre pas. Et donc moi, ce que je constate, c'est d'une manière générale, alors il y a une très forte exigence, indépendamment de la génération, ce qui est normal, mais il y a une certaine bienveillance et une attente à ce qu'une nouvelle génération, alors au sens très large de nouvelle génération, on va dire des trentenaires, quarantenaires, on va faire très large, s'engagent, prennent des responsabilités à l'échelon local. Parce que ce sont des personnes peut-être identifiées depuis plusieurs années, des personnes qui, par exemple, comme moi, ont toujours grandi dans leur ville depuis très longtemps. Donc, il y a cette volonté. Ça ne veut pas dire qu'il y a une méfiance ou une défiance vis-à-vis des prédécesseurs parce qu'il y a besoin d'une combinaison équilibrée entre un renouvellement et une expérience. Mais en tout cas, il y a cette bienveillance et cette envie de panachage avec une tendance peut-être vers un rajeunissement des élus locaux, en tout cas. Et puis pas que des élus locaux, remarque. Oui, je pense qu'il y a une tendance générale au rajeunissement. Il y a aussi le fait qu'on arrive à une fin de génération d'un certain nombre d'élus dans les communes. Je pense qu'il y a un renouvellement. Je pensais qu'il allait plus se produire en 2014. Il y a là aussi tout l'aspect numérique, un peu moderne, qui va accompagner ça. Donc je pense que ça ne va pas que chez les maires. Je pense que les conseils municipaux vont beaucoup se transformer. Et ça va, de facto, ça va dynamiser différemment. Je ne dis pas que ce n'était pas dynamique avant, mais ça va animer différemment la commune. Et ça, je pense que le nombre de maires qui ne vont pas se représenter, comme il avait été annoncé il y a 6 mois, est un peu moins vrai. Ça s'atténue toujours, plus on arrive à la date fatidique. Moi, ils ont envie de quitter leur poste. Voilà. Et alors, moi, ce qui me remonte, c'est souvent, vous avez aussi beaucoup de maires que je croise qui restent parce que finalement, ils ne trouvent personne pour pouvoir les remplacer. Ça, c'est un phénomène que... Problème de relève. Exactement. Parce qu'à chaque fois que j'ai un collègue qui me dit je m'en vais, je lui dis tu as trouvé quelqu'un? Ben non, je cherche encore. Donc il y a ce phénomène-là. Donc il va falloir qu'on pousse, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans pas mal d'associations, qu'on pousse des nouvelles générations à venir, au moins pour rentrer dans un conseil municipal, pour ensuite prendre la relève, parce qu'il y a un besoin d'expérience quand même. Je crois que les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre la semaine dernière vont dans ce sens. Et témoigne d'une prise de conscience quand même d'un malaise, malgré le caractère très positif du sondage, d'un malaise chez beaucoup d'élus. Frédéric Michaud. Non, je crois qu'il y a deux éléments qui atténuent justement peut-être cette aspiration au renouvellement qui est très puissante, qui est très forte. Plus de jeunes, plus de femmes aussi, plus de personnalités issues de la société civile. Oui, on entend diversité dans la bouche de Benoît Calmels. Exactement, c'est vrai aussi. Il y a deux éléments qui l'atténuent. D'abord, vous l'avez dit, en 2014, il y a eu quand même un renouvellement avec beaucoup de nouveaux élus, de primo-élus. Et on sait que l'usure du pouvoir, elle est beaucoup moins forte à l'issue du premier mandat qu'à l'issue du deuxième ou a fortiori des mandats ultérieurs. Donc ça, c'est un premier élément qui, disons, joue plutôt un effet stabilisateur. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a une attente quand même d'expérience. L'expérience au niveau local, c'est pas la même chose que l'expérience au niveau national. On a des sujets qui sont parfois un petit peu plus techniques, des maires qui sont polyvalents, des sujets aussi qui s'inscrivent dans la longue durée. Un plan local d'urbanisme, c'est plusieurs années. Donc voilà, tout ça, c'est aussi un équilibre, peut-être une tension à trouver entre le besoin de renouvellement d'une part, et puis la nécessité aussi de bénéficier d'une expérience politique acquise au niveau local. Corentin Le Fur, dans cette attente de renouvellement, de renouveau, est-ce que ça veut dire que La République En Marche a une vraie carte à jouer pour ces élections municipales ? Alors moi, je décorrellerais, excusez-moi, totalement. Je décorrellerais, pardon, le conditionnel a été dur à sortir. On va dire la sensibilité politique et l'aspiration au renouvellement. Pour moi, les deux sujets sont totalement différents. D'ailleurs, on le voit bien dans ce sondage, l'empreinte ou l'influence de la sensibilité politique, de l'étiquette pour cette élection est extrêmement faible, ce qui est assez normal. C'est vrai, les critères de choix, je le dis pour nos téléspectateurs, effectivement, dans le top 3, c'est le programme, le bilan, la personnalité du candidat, et assez loin derrière, effectivement, l'étiquette politique. L'étiquette se marque peut-être un peu plus pour certaines strates de communes, je pense peut-être aux communes de plus de 100 000 habitants, où forcément la dimension politique est plus forte, surtout quand le maire historique a lui-même un rôle national. De non-connaissance de l'étiquette du maire par les personnes qui ont été Mais moi, ce que j'entends par renouvellement, c'est peut-être avant tout, indépendamment des nouveaux visages à combiner avec l'expérience, peut-être une autre manière de faire de la politique publique, c'est-à-dire vraiment peut-être encore plus de mobilité, de présence sur le terrain, des échanges davantage spontanés avec les habitants. Puis moi, je le vois, un besoin grandissant de concertation. Le maire qui, avec un certain nombre, veut décider de tout de manière un peu arbitraire de temps en temps, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une aspiration à la co-construction, en tout cas des grands projets structurants, parce que les habitants se sentent de plus en plus
impliqués dans leur commune. Il y a des tensions, par exemple, très fortes sur l'environnement, sur le développement durable, sur les infrastructures. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt une nouvelle manière de construction. On ne remet pas en cause la démocratie représentative, mais on veut vraiment être associé en tant que citoyen et pas une fois tous les 6 ans. Par rapport à la République En Marche, enfin la question que vous posiez sur la République En Marche, le sondage montre que les résultats des européennes ne sont pas, pour les sondés, une indication de ce qui se fera au niveau local. Donc, ça n'a rien à voir. Les sortants n'ont pas à être trop confiants, mais en même temps, les tendances actuelles nationales ne déterminent pas forcément les futurs résultats. Alors, vous le savez peut-être, en juillet prochain, un projet de loi proximité et engagement sera présenté en Conseil des ministres. Il a déjà été transmis au Conseil d'État la semaine dernière. Il est censé améliorer les conditions d'exercice des élus locaux. Plusieurs médias, dont Le Monde et Contexte, se sont procurés le texte, et on va regarder ses grands axes: conforter chaque maire dans son intercommunalité, renforcer les pouvoirs de police du maire, simplifier le quotidien du maire, reconnaître aux élus un véritable cadre d'exercice de leur mandat. L'exécutif prévoirait même une réévaluation des indemnités des maires de petites communes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, lors de son discours de politique générale, Édouard Philippe a donné quelques pistes. Écoutez. Pour la première fois, de nombreuses listes aux prochaines élections municipales seront peut-être incomplètes et parfois, qui sait, nous manquerons de candidats. Cette crise de l'engagement, nous devons y répondre. Plus qu'un statut, les maires veulent d'abord un cadre clair d'exercice de leur mandat et plus de liberté locale pour mieux mener leurs projets. Ce cadre, il doit être dans la loi pour ne pas dépendre des situations locales. Il doit garantir une véritable formation, une protection juridique, un accompagnement professionnel et familial. Le Sénat a déjà formulé des propositions, nous les reprendrons très largement. Et John Billard, vous êtes sensible à ce discours de l'exécutif qui semble très favorable aux élus locaux et notamment aux élus de communes rurales ? Oui, parce qu'on a besoin, de rassurer ceux qui veulent devenir élus, parce que derrière, il n'y a pas que le maire, il y a aussi, donc je rappelle, le conseil municipal, et un conseil municipal qui soit adjoint ou conseiller municipal, à un moment donné, il a besoin aussi d'être rassuré. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une diversité de la population dans les conseils municipaux et les élus. Donc tout ce qu'on va pouvoir donner qui permet de faciliter l'accès, notamment ils vont donner 10 jours pour pouvoir faire une campagne, quelle que soit la taille de la commune. Le grand changement, c'est qu'il n'y a plus cette différenciation de taille de commune. C'est-à-dire même les communes de moins de 1000 habitants auront un certain nombre de dispositifs. Donc ça va permettre justement d'accélérer ou de favoriser ou de tenter à ce qu'il y ait plus de personnes qui se présentent. Je pense aussi notamment aux femmes ou d'ailleurs aux hommes aussi par rapport à la garde des enfants, puisqu'il y aura une aide de l'État, de ce que j'ai pu lire, pour pouvoir garder les enfants, pour qu'on puisse participer aux conseils municipaux ou aux commissions. Ont été intégrés aussi l'aspect intercommunalité. Parce que dans la charge des élus, des maires, ce qui a été très très dur dans ce mandat-là, avec la loi NOTRe, c'est qu'en fait on a notre mairie à gérer, mais on a aussi les réunions et les commissions d'intercommunalité, ce qui double presque le temps de réunion et de préparation. Donc on a besoin de plus de temps de préparation. Donc il faut à un moment donné organiser tout ça pour que chacun puisse se dire, bon, je peux être élu sans que ça me coûte en termes de famille, en termes de travail. Même si ça coûte quand même, parce qu'après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses à revoir quand même. Éric Joly, cette loi proximité et engagement semble aller vraiment dans le sens des élus locaux. Je crois que ça répond à des questions qui étaient posées depuis très très longtemps. Quand j'étais directeur général des collectivités locales, on parlait déjà du statut des élus, donc ça n'est pas nouveau, mais à chaque fois, on a hésité, on n'a pas voulu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloquait et pourquoi ça ne bloque plus ? Il y avait notamment un aspect qui malheureusement a été en s'aggravant, qui consistait à dire, mais non, si on dit qu'on augmente les indemnités des élus, on va provoquer des réactions, enfin tout ce qu'on peut, mouvement poujadiste ou populiste qu'on peut imaginer. Le fait aussi que c'est assez compliqué parce que, on l'a dit, la taille des communes n'est pas la même, les possibilités, les moyens sont pas les mêmes. Ça veut dire que c'est courageux ce que fait le gouvernement là ? Je pense que oui, c'est nécessaire et c'est courageux parce que effectivement, à un moment ou à un autre, vous allez voir que certains s'emparaient de la question en disant ils n'augmentent pas ceci ou cela, mais par contre, ils augmentent les élus. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir venir, ce qui est regrettable parce que, on l'a dit, le rôle des élus de proximité est très important pour la cohésion sociale, on l'a vu
au cours des 6 ou 8 derniers mois. Une précision par rapport à l'augmentation des élus, c'est aussi qu'on a été mis en exergue le fait qu'un élu rural d'une petite commune, il n'a pas tout un service avec lui, il n'a pas de DGS, il n'a pas de directeur des services, pardon. Donc il assume la totalité de la charge et c'est celui qui est le moins indemnisé. Donc après un rééquilibrage. Après c'est le conseil municipal, donc le maire, qui fera le choix de son indemnité et souvent il culpabilise justement parce qu'il se dit voilà je prends plus ou moins. Voilà, là il y a un vrai débat qui sera communal. Pardon. Corentin Le Fur, comment vous voyez cette démarche du gouvernement issu de la République En Marche? Ce n'est pas un gouvernement de droite, ce n'est pas un gouvernement de gauche qui le fait, c'est celui de la République En Marche. Ça va séduire des élus de droite, de gauche, ça va les séduire? Alors, c'est bien de parler du statut de l'élu, ça tombe bien, en plus il y a des élections municipales dans 10 mois, donc oui. C'est bien que le gouvernement parle du statut de l'élu maintenant. Maintenant, je vais être un petit peu plus quand même poil à gratter. Aujourd'hui, il existe quand même déjà beaucoup de choses au niveau des collectivités. La clause de compétence générale, on parlait de la protection des élus, la notion de protection fonctionnelle existe déjà aujourd'hui et fonctionne plutôt bien pour les élus et les fonctionnaires territoriaux dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, les élus ont deux grandes attentes indépendamment des secteurs. Il y a effectivement la loi NOTRe qui a été évoquée qui, c'est mon point de vue, est une très mauvaise loi, en tout cas très perfectible. Ça fait de nombreuses années qu'on demande systématiquement au Congrès, à l'AMF, qu'il y ait des véritables révisions. On attend toujours, donc ça je pense que c'est une vraie priorité. Le deuxième point, c'est quand même l'incertitude sur l'avenir de nos ressources fiscales, ce qui n'est quand même pas un petit point. On cherche normalement, ils ont été rassurés ces derniers jours. Ah oui, mais attendez, parce que pour l'instant, on cherche quand même 18 milliards. On nous explique que de manière probable, on va nous attribuer le foncier bâti départemental. Donc cette réforme n'aura de sens que si, du côté de l'Assemblée des départements de France, on prend acte et on accepte le projet alternatif qui consiste quand même à supprimer le levier fiscal et donc l'autonomie fiscale, enfin le levier fiscal d'une strate essentielle. Ça c'est du très concret, ça veut dire que c'est de la poudre aux yeux C'est pas de la poudre aux yeux, il est très bien que le gouvernement se préoccupe davantage du statut de maire à 10 mois d'une élection municipale, ça fait partie du jeu. Par contre, attention à ne pas faire trop de poudre aux yeux sur certains sujets et à délaisser des sujets qui sont totalement essentiels parce que si on nous donne un statut renforcé et qu'on n'a pas de pérennité sur nos ressources fiscales ou qu'à terme, on grignote petit à petit à l'allemande l'autonomie, alors l'autonomie fiscale, il n'y en a déjà plus, mais l'autonomie budgétaire des collectivités territoriales, on aurait pu peut-être choisir un autre chemin. Donc attention aux cadeaux empoisonnés. Frédéric Michaud. Oui, je pense que c'est un point décisif. On parlait tout à l'heure des difficultés à recruter de nouveaux candidats ou des candidats pour ces élections municipales. Effectivement, on ne peut pas se contenter uniquement de faire appel à la passion politique, à l'abnégation, à l'altruisme, à la volonté de s'engager. Il y a aussi des éléments tangibles qui doivent être mis en avant pour séduire ces électeurs potentiels, d'autant plus qu'on est post-non-cumul des mandats. Donc ça aussi, le fait de ne plus pouvoir cumuler certains mandats, c'est une difficulté supplémentaire qui induit une baisse de revenus tout simplement pour certains élus. John Billard, vous qui êtes maire d'hiver droite, je le rappelle, cette démarche de la République En Marche pourrait être amenée à vous séduire, où vous dites attention, comme Corentin Le Fur, il y a quand même aussi d'autres sujets structurels, de fond, sur lesquels on attend le gouvernement. Alors, comme je l'ai écrit à mon président qui trouvait que j'étais très réactif sur le sujet, je lui ai dit qui trop embrasse mal étreint. Donc c'est vrai qu'on est à la veille, on n'est pas naïf, on est à la veille des élections municipales. Je pense que l'action des maires ruraux de France ces derniers mois a quand même remis en avant la fonction de maire, le rôle qu'on pouvait avoir et l'importance avec les doléances notamment. Donc je veux dire, voilà, on n'est pas naïf. Derrière, on n'est pas dupe, oui. Non, mais je veux dire, ça fait, comme vous l'avez justement dit, ça fait très longtemps qu'on demande à ce que le statut de l'élu soit revu parce qu'on doit faciliter l'exercice du mandat. C'est un droit républicain, chacun doit pouvoir le faire, quelles que soient ses conditions. Effectivement, on ne peut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent quand on est maire d'une petite commune. C'est vraiment une indemnité, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention à la formulation. Ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité, c'est un temps, c'est du 100% de notre temps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et puis il ne faut pas aussi oublier que nos indemnités, elles sont prises sur le budget de la commune. Donc on va pas non plus s'accorder. J'ai vu des chiffres qui me surprenaient sur le montant maximum, puisque c'était la strate à 3500 habitants. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Donc il y a aussi ça. Alors il y a une compensation de l'État qui est attribuée à chaque commune, justement pour la fonction d'élu,
qu'est-ce qui va être mis au bout. Enfin, voilà, il faut pas à un moment donné, il y a quand même il y a un signe qui est donné, qui a un besoin de société. Il y a un entendu. geste. Mais c'est aussi un besoin de société. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont montré que les Français voulaient aussi participer. On a vu qu'il y a une crise chez les élus aussi. Donc il y a un geste qui est donné. Maintenant, on vient d'avoir le texte, hein, c'est un document de travail qui vient d'arriver. On va regarder en détail. Il y a plusieurs points qu'il va falloir qu'on reprenne. Et puis on va voir après ce que ça va donner. Non, on n'est pas naïf. Hein. Éric Joly. Oui, moi je voudrais revenir sur les deux questions fondamentales, effectivement. Il nous reste une minute. Vous aurez le mot de la fin. Donc. Alors, j'aurai le mot de la fin. Pour revenir sur. Alors, je vais en prendre qu'une seule. Ce qui est le renforcement du maire, qui est apparu comme une vraie nécessité au cours des derniers mois. Et en même temps, si on peut dire, puisque le fait qu'on a poussé beaucoup au regroupement, à la coopération et à la coexistence. Et alors, la quadrature du cercle, c'est d'arriver, et ce regroupement est d'une certaine manière nécessaire en termes de moyens et de services. Comment arriver à faire les deux en même temps? C'est un vrai défi. Et là, il y a la deuxième loi qui doit venir, celle de Madame Gourault, qui nous dira peut-être comment faire. Mais et vous avez encore quelques secondes si vous voulez. Non, mais c'est un vrai enjeu, de même que, comme vous l'avez rappelé, l'enjeu financier, pas simplement fiscal, mais l'enjeu financier global reste essentiel. Et ce qui a été annoncé par les ministres cette semaine, c'était des décisions concernant la fiscalité des individus, mais ce n'était pas les équilibres financiers des collectivités locales. Et on va s'arrêter là, messieurs. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Public Sénat à 18h30. Pas lundi, ce sera Delphine Gérard à ma place, mais mardi. Quant à l'invité de Territoire d'Info, demain, c'est Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Bonne soirée, restez au cœur du débat.